Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Toutes les semaines, on a une heure avec les fondateurs qui expliquent pas mal de choses sur l'évolution du marché puisque tout va si vite qu'il faut régulièrement réexpliquer ce qui se passe. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mathilde, comment vas-tu ? Salut Alexis, très bien et toi ? Ça va. Écoute, toujours content d'enregistrer à distance. Hein. Là, cette fois-ci, c'est particulièrement adapté parce que je dis ça va, mais je sors de la phase du Covid. Voilà, tout le monde a pu avoir le Covid. J'ai pas eu la version archi-dramatique, j'ai pas eu la version asymptomatique non plus, mais donc je suis de très bonne humeur et je suis content qu'on se voit pas en vrai. Comme ça, je me dis que j'ai aucun risque de te transmettre la maladie. Bah non, content de savoir que ça va mieux, que tu en sors. Ouais. Bah vous l'entendez, j'ai pas une petite voix de canard souffreteux, donc et sinon j'aurais décalé. Mathilde, je suis très content que tu aies accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Vous ne connaissez pas les coulisses, mais des fois, et c'est vraiment le hasard des calendriers, il y a un petit peu de temps entre le moment où on échange en se disant tiens c'est super, faut qu'on fasse un épisode, et puis après il y a la vie qui passe au milieu, et donc là avec Mathilde ça fait un petit moment qu'on échange, et ce qu'on se disait c'est que voilà, là on y va, il y a toujours des raisons qui font qu'au quotidien des fois ça peut être un petit peu chamboulé, mais j'espère que tu rejoins ce sentiment de voilà, ça va être sympa de prendre une petite bulle pour échanger, et vous allez voir que c'est peut-être un tout petit peu connecté au titre de l'épisode, parce que Mathilde, dans ton quotidien, c'est la course, quoi. Ça va vite. Oui, je suis désolée d'ailleurs de ma part de responsabilité dans le fait qu'on ait mis du temps à se connecter, et je me réjouis énormément, et du coup il faut se dire que j'aurai encore plus de choses à raconter puisqu'il s'est passé quelques mois, je crois, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. C'est exactement ça, et puis chez Sunday, quelques mois ça vaut long. Donc Oui. je vais peut-être commencer par te laisser à la fois présenter Sunday et puis te présenter toi, de ce que tu fais dans la boîte. Oui, bien sûr, avec plaisir, merci. Alors, j'ai rejoint la boîte il y a 1 an, quand on s'est créé. Donc, Sunday existe depuis 1 an, depuis mars dernier officiellement. On s'est créé dans 5 pays en même temps. Donc, on est en Europe, en Angleterre, France, Espagne, et en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Et on est passé de 4 personnes à ce moment-là, quand j'ai rejoint, à plus de 400 aujourd'hui. Donc, ça a été une vraie aventure. C'était très excitant aussi, très intense. Et j'ai rejoint donc sur la fonction de People et Culture, donc Head of People and Culture. Ce qui est chouette, c'est que j'ai pu rejoindre à un moment où on avait encore très peu construit l'équipe. Donc, il y avait plein de choses, plein de fondamentaux et de fondations à mettre en place. Et j'ai eu cette chance de rejoindre à ce moment-là. Je ne sais pas si tu souhaites que je me présente un peu plus sur mon parcours. Je suis abasourdi comme à chaque fois que j'entends ça, parce qu'on peut se le dire quand même concrètement que c'est insensé comme mouvement, quoi, de passer de 4 à 400 en 1 an, même dans l'environnement startup. Et peut-être pour les personnes qui connaissent mal Sunday, et après on viendra effectivement, parce qu'en plus de ça, tu as des particularités de parcours sur ton job actuel chez Sunday. Peut-être donner un peu l'historique de d'où vient Sunday, ce qui peut en partie expliquer qu'une boîte puisse, entre guillemets, avoir un décollage aussi vertical que Sunday, parce que de mon expérience, ce que je disais, même dans l'environnement startup, c'est assez hors norme quand même comme trajectoire. Non, tout à fait. Je pense que l'histoire de Sunday explique pourquoi on a grandi si vite. On a 3 cofondateurs, donc 2 cofondateurs qui viennent du groupe Big Mama, qui ont créé Big Mama, donc Tigran Sedou et Victor Luguer, et Christine de Wendel, qui avant travaillait chez Mano Mano en tant que CEO. Donc, ils se sont associés tous les 3 pour lancer Sunday il y a 1 an, parce qu'en fait, pendant la crise Covid, Victor et Tigran ont développé pour Big Mama une solution de paiement
en interne pour les restaurants Big Mama, qui permettait de dématérialiser le paiement, de le rendre plus rapide et qui répondait à plein de besoins aussi bien du restaurateur que du client final. Et donc ça a tellement bien marché, ça s'est tellement bien passé et ça a eu des retours incroyables qui se sont dit en fait il faut qu'on le mette à disposition d'un plus grand nombre de tous les restaurants, il faut qu'on en fasse quelque chose de beaucoup plus large, qu'on l'étoffe avec beaucoup plus de fonctionnalités également et possiblement au-delà même de la restauration, il pourrait y avoir il y a une vraie ambition en tout cas de rendre le paiement aussi facile que possible, aussi rapide que possible. Et donc c'est pour ça qu'ils ont décidé d'en faire une structure séparée. Et donc ils se sont associés avec Christine qui elle lance le marché américain, nord-américain. Et voilà ça c'est un peu l'historique du projet. Donc, bon, alors ça n'enlève absolument rien à la flamboyante réussite initiale, mais c'est vrai que voilà, on a des personnes qui ont déjà un petit peu de vécu dans l'entrepreneuriat et qui donc potentiellement peuvent avoir de quoi lever des fonds pour accélérer. Et en plus de ça, un produit qui naît d'un besoin interne. Donc, en fait, quelque part, on démarre avec le product market fit. Oui. Ouais. En fait, on avait déjà un prototype qui fonctionnait avec des chiffres, avec des résultats concrets de ce que ça a pu amener en termes de fluidité de satisfaction, d'augmentation des tips, par exemple, pour les restaurateurs. Donc, il y avait des vrais chiffres à l'appui. Et puis, il y avait effectivement beaucoup d'investisseurs connus qui avaient déjà investi chez Big Mama ou juste le fait d'avoir des parcours comme ceux de Victor et Tigran aide également à créer de la confiance. Donc, c'est un mélange de plein de facteurs, évidemment, qui explique pourquoi on a donc fait une belle levée de fonds dès le début, qui nous a permis de grandir dans 5 pays, qui est un des autres facteurs de l'hypercroissance. C'est qu'en fait, en lançant 5 marchés en même temps, même s'il y a pas mal de choses qui sont centrales et communes à tous les marchés, il y a toutes les équipes opérationnelles terrain qui sont à multiplier par marché. Donc forcément, ça a poussé cette hypercroissance également. Bon, et coup de bol là-dedans que aux manettes, toi, tu es un long parcours RH dans l'international qui te permet de booster ça en te disant bah c'est bon, je connais, aucun problème. Alors évidemment, vous m'entendez un petit peu sourire, pas du tout. Et s'il me permet de faire une petite transition sur qui est Mathilde qui a relevé ce défi, quoi. Bah oui, tout à fait, avec plaisir. Alors, déjà, j'ai entendu parler du projet très tôt parce que je suis la sœur de Victor. Donc, même nom de famille, je suis sa sœur. Ce qui était une chance vraiment de pouvoir en entendre parler à un moment où c'était donc une idée de lancer ça comme une structure séparée, où il y avait vraiment tout à définir sur la mission, la vision, les valeurs, comment on allait incarner ces valeurs-là au quotidien. Et donc sur mon parcours, pourquoi moi ça m'intéressait ce projet-là? Parce que j'ai vraiment aucun parcours en RH et aucun parcours en tech startup non plus. J'aime bien raconter la version la plus rapide possible de ce qui m'y a emmené, mais donc j'ai un parcours business. Et en sortant d'école, je voulais vraiment bosser dans le secteur de l'impact social. Donc j'ai rejoint beaucoup d'organisations internationales, j'ai bougé un peu partout. Commission européenne, ONU, Banque mondiale. J'étais aux États-Unis 5 ans à Washington pour bosser à la Banque mondiale. Et puis après, j'ai bossé sur beaucoup de problématiques de développement économique dans des structures privées. Donc Gallup qui fait des sondages d'opinion partout dans le monde. Et après, sur le terrain, j'étais au Kenya pendant 2 ans, juste avant de revenir en France, en recherche. C'est important pour la motivation qui m'a poussée à rejoindre Sonnet, en recherche en économie comportementale ou behavioral science. Donc ça fait plusieurs années que je me passionne pour le fonctionnement du cerveau. Et donc, il y a plusieurs angles que je prends pour m'y intéresser dans mon temps libre. Je fais un master en neurosciences, je me forme en tant que prof de méditation, je fais des choses très variées, qui sont des angles différents du même outil qu'on utilise tous les jours. Et ça m'amène à la question du mental well-being, qui est un sujet certes très à la mode, mais qui est clé et qui est au cœur de pas mal de problématiques, aussi bien de l'entreprise que de la jeunesse, en général en France par exemple ou dans d'autres pays très développés. Et donc du coup quand Victor m'a parlé de Sunday, il m'a parlé du projet de l'hypercroissance, du projet business avec le tel impact business. Il m'a tout de suite dit que le projet humain derrière était clé au succès de ce projet business et qu'il allait y avoir pas mal de challenges là-dessus. Et c'est ça qui m'a plu, c'est de réfléchir à comment amener mes connaissances et toutes ces connaissances sur le mental well-being et le fonctionnement du cerveau au service de l'entreprise. Quelle est la responsabilité de l'entreprise là-dedans, déjà, de définir ça? Et puis, dans un contexte d'hypercroissance, comment on peut travailler dessus?
Et vous l'avez compris, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme apprentissage, comme clé pour arriver quelque part à structurer la fonction people et tout ce qui découle un peu du bien-être des personnes qui sont dans un bateau qui va à 6000 à l'heure. Enfin, voilà, comment on fait du rodéo de licorne tous ensemble quand on est en train d'essayer de sortir un truc aussi véloce de terre. Petit point de départ, et je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi ou pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on a coutume de voir sur le terrain. Faut jamais oublier que l'hypercroissance, c'est pas hyper naturel. Enfin, c'est quelque chose qui est assez particulier, très répandu dans le milieu tech et startup, mais qui est très très difficile à vivre et qui, par nature, par point de départ, on va dire que si on fait pas attention, si on laisse un peu voguer l'hypercroissance en étant que du côté des chiffres, j'allais dire de la croissance, la position par défaut, c'est que ça va broyer tout le monde. Et ça fait pas des fondateurs et des fondatrices des horribles personnes. Et ça, c'est un message que je voudrais vraiment souligner 2 fois. C'est que ça demande un effort énorme et très particulier de justement arriver à structurer une hypercroissance en arrivant à faire en sorte que tout le monde arrive à être dans le train à la bonne vitesse, de la bonne manière, sans que ça se passe mal. D'où typiquement ta position et l'intérêt initial des fondateurs qui disaient faut qu'on structure ça d'un point de vue humain parce que ça va être hyper important. Donc peut-être d'un point de vue très concret de ce que tu as vécu ou de l'intention que vous aviez au démarrage, c'est quoi le plus important, le plus urgent d'un point de vue people? C'est quoi les besoins prioritaires et aussi les points d'attention? Parce que besoins prioritaires, on pourrait dire recrutement, par exemple, ce qui n'est pas faux, hein, loin de là. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur voilà, où est-ce qu'on scrute vraiment, où est-ce qu'on met le poids de corps quand on est en train de s'intéresser à la partie people d'une boîte en hypercroissance? Tout à fait. Je pense je suis assez d'accord avec ce que tu as décrit. C'est pas naturel. Les croissances de l'humain n'est pas la même que celle de l'hypercroissance d'entreprise. Nous, l'hypercroissance, elle est vraiment drivée et motivée par le business, c'est-à-dire par le fait qu'on a vraiment beaucoup de demandes. C'est une solution qui plaît. On veut toujours plus de fonctionnalités, etc. Donc déjà, il y a une logique à cette hypercroissance. Elle n'est pas simplement souhaitée. Elle est pas artificielle. Non, elle n'est pas artificielle, elle est vraiment guidée par un vrai besoin. On veut toujours plus de fonctionnalités plus rapidement sur le produit parce que on se rend bien compte que si on veut s'adapter à tel restaurant ou tel besoin, on a besoin d'ajuster certaines choses sur notre produit, donc déjà d'un point de vue technique. Et puis, on a énormément de demandes, donc aussi juste en termes de volume, de quantité. Et puis aussi, on a beaucoup d'ambition juste par rapport à la mission, c'est-à-dire qu'en fait, s'étendre au-delà de la restauration, ce serait un rêve, le faire, pas juste le paiement, mais l'order and pay, qui est le sujet du moment pour nous. Enfin, il y a plein de choses qui nous excitent en tant qu'équipe et en tant que mission, et on aimerait vraiment beaucoup grandir là-dessus. Donc déjà, c'était juste pour mentionner que l'hypercroissance, quand on explique pourquoi elle est là, enfin les fondements et la raison, c'est déjà très important dans les messages qu'on envoie à tous pour être tous vraiment soudés autour de ça. La deuxième, tu l'as mentionné. Tu veux dire que vous n'avez pas mis juste 40 millions dans Facebook Ads pour essayer d'aller charger les prospects, c'est ça que je comprends? Non, c'est ça, pas du tout. On avait du Facebook Ads, je vais pas mentir. Bien sûr. On a fait, je crois que vous pourrez nous voir sur Facebook en l'occurrence, mais non, c'était vraiment. C'est une croissance qui est drivée par le marché, qui est pas artificielle, c'est ce que tu disais. Ouais. Oui, et en fait, c'est pas juste pour pour le mentionner là maintenant, mais c'est comment on l'explique aussi à nos collaborateurs en fait. Comment ça fait partie du discours. Et par exemple, nous, je pense que c'est assez classique dans pas mal de structures, mais on a chaque semaine, on fait un Q&A avec les fondateurs. J'ai beaucoup de mots anglais qui me viennent, hein, je suis désolée. La langue, ouais, c'est en anglais chez vous. Ouais, on fait tout en anglais. Donc, tous nos rituels, tout ça, sont en anglais. Donc, on fait beaucoup toutes les semaines, on a 1 heure avec les fondateurs qui expliquent pas mal de choses sur l'évolution du marché, puisque tout va si vite qu'il faut régulièrement réexpliquer ce qui se passe. Et donc, typiquement, ce genre de message pourrait passer durant ces sessions-là. Et on fait ça vraiment depuis le premier jour et c'est vraiment très, très clé, enfin, très fort chez nous. Après, tu l'as mentionné, pour moi, l'élément clé, c'est le recrutement. C'est en fait qui est-ce qu'on recrute. Et c'est d'être absolument complètement transparent et honnête sur ce qu'on offre aux collaborateurs qui nous rejoignent. Qu'est-ce que peuvent venir chercher des gens quand ils viennent s'engager dans l'aventure Sunday ?
Donc on parle vraiment d'aventure, mais on définit ce que ça veut dire. C'est pas ça va être avec beaucoup d'intensité, ça va être avec un rythme effréné, beaucoup d'adaptabilité. Il faut savoir constamment se réadapter, se réajuster sans être frustré. Donc c'est comment on gère ses émotions. Donc ça c'est ma petite touche personnelle sur comment on équipe les gens à gérer les difficultés, les contradictions, les changements constants, et puis l'ambition qui est forte, comment on la cadre en fait, parce que tous les jours, en fin de journée, on n'a pas fini cette to-do list. Donc si on est perfectionniste, on a besoin d'avoir fini la to-do list pour être tranquille le soir chez soi, on va forcément être frustré et ça va être très compliqué. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas embaucher des gens perfectionnistes du tout, mais on va s'assurer pendant le processus de recrutement que les gens ont bien conscience de ce que ça implique, du travail sur soi à faire. Et donc c'est une de nos valeurs qu'on a prises qui s'appelle Beyond, où on explique vraiment ce que ça veut dire de se dépasser. Ça ne veut pas dire faire plus, mais ça veut dire comment grandir soi-même en tant qu'individu et gagner en compétences pour gérer ce genre de situation, ce genre d'environnement, moi j'ai très vite compris que j'allais pas changer l'environnement, donc j'allais changer la façon dont on allait créer de la communication autour de l'environnement et recruter les bonnes personnes qui du coup viennent pour les perspectives de croissance, pour le fait d'avoir beaucoup plus de responsabilités qu'elles auraient eu ailleurs, beaucoup plus de liberté. Les décisions se font vite, donc c'est tellement agréable, surtout quand on a une structure où les choses étaient très lentes. La rapidité plaît aussi quand même pour beaucoup de personnes. Et donc tout ça, on le clarifie bien, mais en même temps, on dit oui, ça te demandera de mieux s'organiser, de savoir prioriser et plein d'autres éléments. Donc, il y a déjà énormément de choses, de pelotes qu'on peut tirer là. Moi, ce que je retiens, que je trouve intéressant, enfin, je pense qu'on en avait parlé avant qu'on échange, et la plupart des auditeurs auditrices qui écoutent régulièrement le savent. Moi, je viens des sciences humaines, donc parce que je suis psychologue de formation, donc je suis très 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 sensible à ça. Quelque chose sur lequel j'aimerais m'attarder, c'est la notion de cadre. En fait, c'est que vous partagez, on pourrait appeler ça de la culture, mais moi je le vois vraiment sous l'angle du cadre, tout un tas d'éléments qui permettent aux personnes qui rejoignent le bateau de savoir dans quoi elles s'embarquent. Tu parles d'aventure, tu dis voilà, non, même si vous êtes perfectionniste, l'inbox 0 vous oubliez parce que ça sera pas possible. Tout change très 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 vite, et c'est une manière effectivement de tirer probablement le meilleur du pouvoir d'adaptation de la plupart d'entre nous à partir du moment où on n'est pas pris au dépourvu, quoi. C'est ça que j'entends dans ce que tu dis. Oui, absolument. En fait, c'est d'être très honnête, quitte à effrayer certaines personnes au moment du recrutement qui, du coup, c'est une bonne chose, ne nous rejoindront peut-être pas, alors qu'elles sont brillantes. En fait, faut pas se dire qu'on cherche toutes les personnes brillantes, il faut chercher les personnes brillantes qui sont en phase avec ce projet-là, cette aventure-là, et qui ont envie de ça. Et donc, c'est vraiment comment le formuler, l'intégrer dans notre process de recrutement, évidemment. Et puis, quand les personnes nous rejoignent, les équiper avec des outils, des techniques, former les managers à les accompagner, etc. Parce qu'en fait, on n'a pas non plus, dans ce que tu disais, on a un cadre, mais notre cadre est très mouvant. Alors, le discours reste le même, mais le cadre dans lequel on évolue est très, très, très mouvant. Et du coup, on n'a pas un onboarding très non plus cadré. On lance les gens un petit peu dans l'aventure. Et donc, on a beaucoup d'autonomie, beaucoup de personnes qui prennent des responsabilités par elles-mêmes, qui définissent leur propre poste. Enfin, voilà. Donc, ce genre de choses, on essaye vraiment de l'annoncer dans le process de recrutement. Ouais, mais c'est effectivement plus encore de cadre, c'est vraiment une question d'état d'esprit potentiellement dans lequel c'est important que tout le monde se mette. Et du coup, si on repart du début, parce qu'évidemment, tu te doutes, on va passer dans le recrutement et on va essayer de regarder un peu ce qui se passe. J'entends que le point de départ absolu, c'était certains éléments structurants de culture, de valeurs, d'autres éléments potentiellement dont on n'a pas parlé, qui sont peut-être basico-RH, j'en sais rien, moi, de la REM, des choses comme ça. Avant même les premiers collaboratrices, c'était quoi le socle people de Sunday? Des choses sur lesquelles il y a eu débat ou discours dès le début. Alors, dès le début, on a eu de grandes réflexions sur nos valeurs et sur comment on allait les rendre concrètes. Donc, pas simplement avoir nos 3 valeurs qui sont jolies, etc. Et on a beaucoup réfléchi parce qu'on voulait que nos valeurs soient aussi bien utiles pour le produit, le business, c'est-à-dire vers l'externe, qu'en interne par rapport à comment évoluer chez Sunday. Donc moi, je vais vous parler de la partie interne, mais du coup, on a décliné chacune de nos valeurs dans ce qu'on appelle des success criteria, qui sont des comportements concrets qui permettent
d'être épanoui chez nous. Donc, si on sait qu'on fonctionne de cette façon-là, ça va être plus facile de s'adapter. Si on ne l'est pas nécessairement, au moins on connaît ce qui est attendu de quelqu'un chez Sunday pour bien naviguer ce bateau, cet environnement. Donc, on en a une quinzaine, 3 valeurs, Simple, Beyond et Trust. Et donc en anglais. Et comme ça, c'est vrai que dit comme ça, c'est très vague. Donc il fallait vraiment les clarifier en choses très tangibles et très concrètes. Donc on est parti de là et en fait on a fait dans le process de recrutement. Donc je ne sais pas si j'anticipe une des questions, mais ouais. Alors attends, juste avant, tu as raison. Parce que je vais être obligé de faire attention à ce qu'on fasse étape par étape. En tout cas sur ce qui m'intéresse moi. Très simplement, comment on arrive à ça? C'est les founders qui se mettent autour de la table avec toi ou sans toi et qui disent ça va être Simple, Beyond and Trust, ou il y a un process différent qui m'échapperait? Alors pour les valeurs, ça a été exactement ça. On s'est assis autour d'une table et on a réfléchi à un mélange de ça va être quoi la réalité de notre business et ça va être quel est le besoin qu'on essaye d'approcher d'un point de vue business aussi et c'est quoi nos valeurs humaines plus philosophiques long terme qu'on aimerait incarner. Et donc on a pris ces différents éléments, on les a mis ensemble et on a voilà, comme tu disais tout à l'heure, la pelote de laine, on a déroulé le fil, on a réfléchi à qu'est-ce qui était pertinent à ce stade de l'entreprise par rapport à nos prochaines étapes de croissance auxquelles, on s'est vraiment projeté dans l'aventure qui allait venir dans l'année et on a chacun eu plusieurs idées différentes, on a trouvé ce qui était le tronc commun et c'est comme ça qu'on a filtré en fait aussi simplement. Très clair, c'est bon, tu peux continuer. J'ai ma curiosité assouvie sur cette partie valeur. Donc tu parlais un peu de comment ça infuse le recrutement. On va commencer par là, effectivement. Oui, parce que du coup, il fallait donc au début, on a recruté des managers, des leaders, des personnes qui, quand on est 5, sont des contributeurs individuels, comme on dit, et qui, au fur et à mesure qu'on grandit, deviennent des managers et finalement des leaders de département. Donc, on savait que c'était des recrutements clés. Donc, on a pris le temps de trouver des personnes très alignées avec ces valeurs et donc on les avait déjà définies. Et donc, moi, je les ai converties ce qu'on appelle une scorecard dans le recrutement, donc quels sont les éléments à vérifier pendant le processus de recrutement, et on a créé un terme que j'aime pas trop, qu'on essaie de renommer, mais on parle de culture fit interview en fait. Donc c'est comment on fait un entretien avec cette personne qui n'est pas l'entretien de l'équipe même qui va travailler avec la personne, pour ne pas être biaisé par les compétences techniques de la personne qui souvent à ce stade sont forcément super et excellentes, et de se dire si cette personne va bien évoluer et s'épanouir chez nous, est-ce qu'on aura plaisir aussi à travailler avec. Donc c'est un mélange des deux bien évidemment, et donc la partie épanouissement passe par ces valeurs-là. Donc on les a converties en critères concrets pour le recrutement. Et qu'est-ce qui fait? Pourquoi t'aimes pas Culture Fit? J'ai pas d'avis sur la question, mais ça m'interroge. Parce que je trouve que le concept de culture est assez mouvant déjà, donc c'est beaucoup plus dur il faudrait redéfinir du coup tout le temps cet élément-là. C'est plus large que simplement la partie en fait s'adapter à un environnement. Et donc je trouve qu'il n'est pas tout à fait juste en fait ce terme. J'ai pas un avis très fort, on l'a utilisé depuis 1 an, donc non plus j'avoue que ça n'a pas été mon urgence de C'est ce que j'allais te dire. T'as d'autres chats à fouetter a priori? Exactement. Mais c'est vrai que notre culture, elle s'est construite. Donc, typiquement, les success criteria dont je parlais, en fait, on les a construits au fur et à mesure. On les a pas construits au tout début, quand on a défini les 3 valeurs, quand on était effectivement que 4 autour d'une table, mais on les a élaborés sur les quelques semaines, mois qui ont suivi, et on a vu pas mal de managers arriver, qui ont sur leurs propres équipes. Et sur la base de ça, on a observé ce qui marchait pas, ce qui faisait que on était très performants en tant qu'équipe. Et c'est là qu'on a défini nos success criteria. Donc ça, c'est quelque chose qui a été défini à travers le temps, et je pense d'ailleurs que récemment, on s'est fait la réflexion qu'il y avait d'autres success criteria qui devraient entrer en compte, possiblement certains qui n'étaient plus les plus pertinents, et pour autant, nos valeurs restent toujours les mêmes. Donc c'est vraiment, les critères peuvent évoluer alors que les valeurs restent très solides et très pertinentes dans le temps. Ok, donc faisons petite focale, si tu le veux bien, recrutement. Donc vous êtes passé de 4 à 400 en 1 an, ok, sur plusieurs pays, ok.
c'est quoi les outils qui structurent ça? Quand je parle d'outils, c'est un terme général. C'est est-ce que, je sais pas, basiquement, vous utilisez le Canva de la méthode Who, parce que tu as parlé de scorecard, de culture fit, des choses comme ça. Est-ce que vous avez utilisé une suite logicielle qui vous facilite la vie jour 1? Avant, ça c'est les débuts, et après j'aurai des questions un peu plus précises sur comment justement on gère du recrutement en hypercroissance. Oui. Alors j'étais toute seule au tout début sur Mon Dieu. vaste sujet et je n'ai aucune expérience en recrutement. Donc c'est vrai que beaucoup de choses d'ailleurs que j'ai abordées à cette époque-là sont des choses où j'ai juste pris du bon sens et après je me suis renseignée auprès de plein de personnes qui avaient déjà fait ça pour avoir effectivement des raccourcis et des conseils. Et un des premiers conseils que j'ai reçus, c'était de prendre un ATS très vite. Donc j'ai effectivement cherché très vite un ATS et on a choisi Greenhouse qui était pour moi un ATS très intuitif. Donc ça, par rapport à l'hypercroissance, je pense que c'est important parce que je trouvais qu'il était très... Enfin, tout le monde n'aura pas cet avis, hein, mais qui était assez facile à manier quand on n'était pas expert recrutement et qu'on avait déjà mis en place les quelques settings de base. Et en fait, ça m'a permis de décentraliser le recrutement énormément. Ce qui fait que tout le monde recrutait dans l'entreprise, enfin, et jusqu'encore récemment, hein, tout le monde recrutait dans l'entreprise quasiment à 100% sur le process complet, hein, du sourcing jusqu'à closer le candidat. Et c'est vraiment chaque manager dans son équipe. Et on utilise le même outil pour rassembler l'information, pour cadrer les différentes étapes de recrutement. Donc, comme je mentionnais, le culture fit interview, c'est un élément clé de notre process. Le case study aussi, c'en est un autre. Donc, comment on évalue techniquement les personnes. Donc, j'ai créé avec du coup, pour le coup, du bon sens, quelles étaient les différentes étapes qui devaient être assez communes à tous. Et après, laisser beaucoup de liberté aux managers pour adapter ce format-là à leurs besoins, aux rôles spécifiques sur lesquels ils recrutent. Donc, c'est comme ça que j'ai mis les choses en place au début. Tu parlais de la méthode Who. C'est vrai que j'ai aussi, dans les recherches que j'ai faites au tout début, lu ce bouquin qui se lit très vite sur un week-end et qui m'a beaucoup inspirée et j'ai beaucoup formé nos managers au tout début sur le process et sur comment bien structurer les étapes, pas avoir de redondance, bien couvrir plein de sujets, etc. J'ai utilisé la méthode Who entre autres. Ouais, ok. Moi, je suis toujours ravi de voir comme forcément, vu que je viens de la psycho du travail, comment comment toutes les erreurs de recrutement qu'on peut faire en start-up, et enfin, Yann Hiro n'y échappe pas, on a fait des erreurs de recrutement au début, viennent du fait de ne pas utiliser les bonnes pratiques qui sont connues depuis des dizaines et des dizaines d'années. Parce qu'effectivement, la méthode Who, c'est pas révolutionnaire du tout, hein. C'est un process de recrutement, une scorecard, des étapes, avoir du plusieurs personnes qui regardent un même profil, etc., etc. Donc là où ça va peut-être être plus particulier encore chez vous, et où ça m'intéresse de voir par quel bout vous l'avez pris, soit en stratégisant, soit de facto, parce que de toute façon, on court après le train. Deux choses. Un, tu en as parlé un petit peu. Comment est-ce qu'on arrive à réconcilier le besoin énorme de volume de candidates et de candidats, parce qu'il y a beaucoup de postes à pourvoir, avec le fait de faire le moins d'erreurs de casting possible, notamment en termes de culture fit. Ce qui est très dur, parce que on pourrait être tenté de dire, bon, bah, entre guillemets, sur un pool de candidats et de candidats qui est le même pour tout le monde et dans lequel il y a beaucoup de gens qui vont aller piocher, bah, vous devez essayer d'attirer beaucoup de monde, mais en même temps ne pas aller trop vite en besogne ou de pas brûler les étapes, voire pire, de brûler les personnes, hein, en prenant des mauvais castings qui vont pas se reconnaître dans l'aventure. Et d'autre part, est-ce qu'il y a une stratégie consciente au niveau de la seniorité ou de la typologie de profil? Tu vois, ça pourrait être de dire on va payer telle typologie de personnes méga bien, mais vraiment, mais beaucoup, beaucoup mieux que la plupart du reste du marché, parce qu'on veut les meilleurs et on veut pas se poser la question. Ou on commence sur chaque périmètre ou sur chaque pôle par recruter les responsables, les C-level, les VP, les head-off, et qui eux-mêmes vont recruter leur équipe, ou bien le faire dans l'autre sens. Tu vois, ça m'intéresse de savoir si vous avez eu des réflexions là-dessus. Oui, on a eu des réflexions au tout début là-dessus et l'approche qu'on a eue, c'est de recruter des managers assez seniors qui, pour nous, seraient des leaders, mais qu'on n'a pas tout de suite nécessairement dénommé de cette façon-là, parce qu'au début, on est tous contributeurs individuels et on a vraiment tous fait énormément de choses très tactiques et qu'on ne faisait plus peut-être depuis d'assez longtemps pour certaines personnes dans leur poste, mais on est revenu au basique et on a tous mis les choses en place de zéro, parce qu'en fait, on est vraiment passé de 0 à 400. L'hypercroissance, nous, on l'a vraiment connu à la création. On l'a pas connu après une première phase de développement, etc. Donc, on avait déjà ça en tête, que les personnes qu'on recrutait maintenant devaient être leaders de demain
pour constituer leurs équipes, sans pour autant les dénommer Chief, VP. Enfin bref, on a eu très peu de postes comme ça dès le début. Vous préparez la mobilité de demain, c'est incroyable. On préparait un peu, et puis c'était assez intuitif. Je pense que c'était voulu, mais aussi relativement intuitif de se dire, on n'a pas encore travaillé avec ces personnes-là. En fait, comme on les attend sur des choses très concrètes et tactiques tout de suite, c'est important, mais demain, elles vont tout de suite devoir s'adapter à un environnement beaucoup plus large, international, avec des problématiques très, très variées. Et donc, il va falloir qu'elles montent en compétences très vite. Est-ce que ça va être cette personne-là qui va pouvoir le faire ou non ? Enfin, cette question, elle est très pertinente pour moi. Hein. Enfin, tout simplement, je suis l'exemple même de ça, en fait. C'est-à-dire, je suis head of, je suis pas chief people officer. Je suis arrivée sur ce poste-là parce que, pour plein de raisons. Il y avait plein de choses à faire très tactiques, depuis la création de comptes en banque, à la création d'entités, à la mise en place des payrolls, de plein de choses très très administratives, concrètes, que probablement de head of people ou chief people officer ne sont plus amenés à faire dans leur quotidien eux-mêmes, on va dire. Enfin, ils ont une équipe. Et en même temps, j'ai constitué mon équipe au fur et à mesure du temps. Et donc, la question, c'est est-ce que je vais avoir les épaules, le temps d'adaptation, les compétences, l'envie de monter sur un poste de Chief People Officer à l'international d'une structure de peut-être 2000 personnes. Donc, c'est des vraies questions. Et donc, c'est vrai que on a beaucoup, de toute façon, dans nos valeurs, on a simple. Donc, on avait ce côté de pas d'ego, ce qui est évidemment qui peut être assez fake, mais nous on l'a vraiment vécu comme tel, en disant on est tous head-off, enfin il n'y a pas de quand on arrive on est tous head-off, ça veut pas dire grand chose, mais ça veut dire que tu vas leader ton sujet, et puis on va te donner des outils, on va te donner des opportunités, on va te donner de quoi grandir, et puis on va voir où ça nous mène ensemble, puisque l'aventure est longue et qu'il va se passer plein de choses dans les prochains mois. Donc notre stratégie c'était ça, et pour le deuxième point, c'est on a vraiment pris le temps de recruter les bonnes personnes au tout début, qui du coup elles-mêmes ont beaucoup recruté de façon assez indépendante leurs propres équipes. Il y avait cette espèce de cross-check, de culture fit dont je parlais, qu'une équipe checkait l'autre équipe d'un point de vue culture, mais sinon d'un point de vue technique, sourcing, etc., chacun se débrouillait vraiment sur son sujet. Et donc c'est comme ça qu'on a fonctionné en décentralisant à fond. Ouais, donc je reprends, moi j'aime bien faire ça, de prendre étape par étape, comme ça on fait des petits checks, et puis ça me permet de voir si j'ai bien compris, et pour bien le retransmettre. Je trouve ça hyper intéressant en fait de dire, on recrute quelque part des personnes avec en tête de leur donner les rênes du périmètre le plus longtemps possible, au fur et à mesure où la boîte grandit, tout en leur disant au début que ce qu'on attend d'eux, c'est des mains dans le cambouis, parce que c'est un rôle de contributeur et de contributrice individuelle, et en faisant attention d'avoir des gens qui n'auront pas d'ego pour que si le cas échéant, soit structurellement, soit en termes de profil, on se rend compte qu'il vaut mieux prendre un profil plus senior ou avec des compétences différentes, enfin bref, que pour le chief whatever officer, ça sera peut-être pas la personne, que ça puisse se passer sans heurts, quoi, que ça se passe bien. Oui, et après, il y a un avantage à arriver si tôt et alors c'est très spécifique à notre structure aussi, c'est qu'on a une croissance pour l'instant continue. On n'a pas on n'a pas encore vraiment eu de palier ou quoi que ce soit, ce qui fait qu'en fait, si on ne devient pas le chief ou quoi, si on ne prend pas le grade ultime, entre guillemets, d'une fonction, c'est parce qu'il y a encore tellement de choses à prendre en responsabilité, en sujet, en scope, en géographie, etc. C'est pas les opportunités qui manquent. On donne vraiment beaucoup de responsabilités. On fait beaucoup de promotions internes. On fait quasiment que ça, vraiment tout le temps. Et puis en fait, la personne elle-même serait amenée à recruter avec l'entreprise possiblement l'employé qui pourrait prendre le poste de chief ou autre si on en a le besoin. Donc c'est vraiment, on se concerte, c'est vraiment sur la base du besoin, c'est pas sur la base d'une hiérarchie juste de pédigré. On est vraiment très par l'expérience. Si tu fais, tant mieux, tu prends. Enfin, c'est vraiment beaucoup au mérite et donc voilà, donc c'est pour ça que ça se passe assez fluidement. C'est pas forcément pensé, c'est très intuitif et c'est très dans notre mode de management très direct.
Et alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est il y a un dicton, je sais pas si tu le connais, en recrutement, que j'aime bien, qui dit quand tu recrutes quelqu'un, demande-toi si tu veux voir cette personne x10 dans les bureaux dans le futur. Parce que bah, les personnes ont tendance à attirer des semblables. Et ce que j'aime bien, c'est que chez vous, c'est littéralement ça. Vous avez recruté des personnes, entre guillemets, qui avaient le meilleur profil possible pour le poste, parce que vous allez lui dire, de toute façon, là, il y a 40 personnes à recruter dans ta verticale, et c'est surtout... Enfin, et on compte sur toi, quoi. Oui, alors ça c'est un avantage et un inconvénient. Enfin, ça ça deux faces. C'est chouette parce que ça nous a permis de recruter vite et on a eu beaucoup de référals, enfin de référencement en interne, ce qui a fait qu'on a pu grandir. Parrainage en français. Parrainage, merci. beaucoup de parrainage, exactement. Au début. De cooptation en recrutement plutôt, excuse-moi. Oui, tout à fait, c'est vrai, cooptation. Ce qui nous a permis d'avoir plein de personnes très chouettes, très alignées avec notre façon de fonctionner, très ambitieuses aussi. Enfin voilà, donc c'était vraiment un super vecteur de recrutement au début. Ça l'est toujours d'ailleurs, hein, mais c'est juste que le volume change, on va dire, de recrutement. Et l'autre face, c'est que ça ne crée pas autant de diversité que souhaité. Alors nous, on a la chance d'être international, on est déjà dans 5 pays, donc on a une diversité presque organique. Ouais, vraiment de facto. Et même en tant que profil, parce que sur des marchés où on s'y connaissait peut-être un petit peu moins, du coup, on a eu plus de diversité puisqu'on avait moins de cooptation. Donc, en fin de compte, aujourd'hui, on n'est pas une problématique de diversité, mais c'est le risque de ce modèle et de ce schéma. Alors, c'est intéressant, si tu me permets, je vais ouvrir une porte pour vite la refermer parce qu'on pourrait faire un épisode spécifiquement là-dessus. Et d'ailleurs, si vous nous écoutez, que vous pensez connaître la bonne personne pour cet épisode, je suis très preneur parce que c'est intéressant. C'est pas du tout dirigé vers Sunday, ce que je vais dire, c'est plus la philosophie générale sur ce que tu viens de dire sur l'entre-soi. C'est que la mécanique initiale d'essayer de recruter avec du culture fit et de recruter des personnes qui vont s'épanouir dans l'aventure qu'on est en train de créer, c'est pas un hasard si elle est très présente dans l'univers startup, c'est parce que les bateaux vont vite et sont frêles. Et donc, quand on prend des personnes qui ont une culture qui est très différente de la culture globale, ça rend les choses très difficiles. Ça peut être très difficile à vivre pour les gens qui sont un peu, entre guillemets, montés à l'envers de cette culture, mais c'est pas monté à l'envers tout court, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture, hein, loin de là. Et ça peut fragiliser le bateau. Enfin bref, il y a plein de raisons qui font ça. Là où je trouve que c'est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que le revers de la médaille, c'est évidemment l'entre-soi. Il y a des boîtes que je citerai pas, mais qui ont des réputations d'être des sectes dans l'écosystème startup international, même d'ailleurs, pas que français. Et bref, c'est un sujet sur lequel en 2 minutes, même de manière philosophique, vu que je vois que tu y es sensible, ça m'intéresse d'avoir ton avis sans en faire un épisode entier, parce que c'est le revers d'une médaille qui a été choisie par le plus grand nombre pour des bonnes raisons, quoi. Donc dans la série, rien n'est tout noir ni tout blanc, on y est, quoi. Absolument, et c'est le sujet du coup de la diversité en entreprise qui moi m'intéresse énormément, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'y pencher jusqu'à présent, parce que ça veut dire quoi la diversité en entreprise? Par défaut, on n'est déjà pas on n'est pas diversité complète, puisqu'effectivement, comme tu le dis, dans le process de recrutement, on dit on veut pas de personnes qui X, Y, Z, puisqu'elles vont pas s'épanouir chez nous, et ce serait on manquerait à notre responsabilité de faire venir des personnes qui seraient malheureuses chez nous. Donc rien que pour ça, on n'est déjà pas dans une diversité entière. Donc comment définir la diversité, sur la base de quoi? Moi, j'ai pas encore répondu à ces questions, pour être honnête. C'est un sujet, j'aimerais beaucoup en parler avec des experts, parce que j'en ai pas rencontré tant que ça. J'aimerais beaucoup définir quelle est la diversité selon Sunday, c'est-à-dire pour nous, pourquoi de la diversité? Alors je sais que la richesse contribue énormément au projet, mais par rapport à notre produit, par rapport au business qu'on a, quelle est la diversité qui est intéressante pour nous, comment la définir pour être très précis et pas utiliser ce terme très vaste de ce qu'est la diversité. Et je te donne juste un grain à moudre, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous écoutent, parce que c'est à peu près là où j'en suis dans la réflexion, donc je vous le partage. La meilleure piste que j'ai trouvée pour commencer à réfléchir à ça, on va la trouver dans la sociologie, évidemment, qui fait une différence
entre la vie en communauté et la vie en société. Où la communauté, c'est quand on vit avec des semblables, avec lesquels on partage les mêmes codes, les mêmes croyances, la même culture. Et la vie en société, c'est précisément celle qui n'est pas dans les contours de la communauté, ou dans lequel on est obligé de vivre avec des gens qui sont très différents de soi. La question qu'on pourrait poser dans des startups qui grandissent vite, c'est à quel moment on accepte d'être moins une communauté, ce qui est quasiment obligatoire pour structurer un peu le bateau quand on est tout petit, et qu'on rentre dans les mêmes enjeux que la société, la vie en société qui est par nature diverse, complexe, non fluide, etc. Voilà, j'en suis là, hein, Mathilde, je ne sais pas quoi te dire de plus, on en reparlera dans le futur peut-être. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis et je pense que la relation à la société, nous on y réfléchit beaucoup à travers la certification B Corp que tu dois sûrement connaître. Ouais. Donc on est un peu dans ce processus-là, on aimerait beaucoup devenir B Corp, donc on s'est vachement appuyé sur le questionnaire, d'où le sujet de la diversité aussi qui revient pas mal. Hein, donc on utilise un peu ce questionnaire pour nous guider dans ces bonnes pratiques de diversité. Et en fait, c'est ce que je disais, c'est quoi le besoin de business de Sunday, c'est-à-dire on est dans une société, on interagit tous les jours sur nos pairs dans la société. Quel est l'intérêt pour nous de refléter en interne les gens avec qui on interagit au jour le jour et puis de toute façon, on est vraiment motivé par cette réflexion de fond dont je te parlais dans mon propre parcours d'impact social. C'est que une entreprise a un impact sur la société, qu'on le veuille ou non. Donc, c'est comment on l'intègre aussi dans notre process interne et pas simplement à travers, par exemple, B Corp, dans la relation à l'environnement ou aux clients, etc. Donc avis aux amateurs, hein, si vous avez envie qu'on aborde le sujet, on l'enregistre et puis je te le partagerai Mathilde pour qu'on voit où est-ce que ça nous amène. De manière très RH, people, quid du people development, vraiment tout ce qui sont les process, les outils, les méthodologies qui visent à aider les individus clés à grandir en même temps que l'entreprise. Alors, traditionnellement, c'est quelque chose qui peut venir dans un deuxième temps, vu que l'urgence 1 est le recrutement. En tout cas, c'est le cycle de vie d'un collaborateur, d'une collaboratrice. Est-ce que vous avez commencé à structurer ça? C'est au programme pour plus tard? Qu'est-ce qu'il en est chez Sunday? Oui, alors c'est forcément un sujet qui me plaît énormément, puisqu'en fait, on l'a abordé très vite sur tous ces sujets qu'on a déjà abordés, je ne vais pas revenir dans le détail, mais de comment s'adapter à un certain environnement, être équipé, etc. Et ça, c'est une forme de formation, d'apprentissage continu. Donc, c'est comme ça qu'on a abordé le sujet. Et donc, dans mon équipe, il y a une personne qui est dédiée au people development. Donc, c'est un pilier que j'ai déjà créé, entre guillemets, et donc quelqu'un qui réfléchit tous les jours et qui brasse large, évidemment, puisque on n'a pas des outils de formation externe, on n'a pas encore investi dans des formations très spécifiques pour l'instant. Ceci dit, on a pris plein de petites initiatives très liées à notre activité dans l'immédiat. Donc, par exemple, des cours d'anglais. Enfin, c'est tout bête, mais on a donné des cours d'anglais. Enfin, on cofinance des cours d'anglais pour beaucoup de personnes parce que notre culture, notre communication internationale passe par l'anglais. Donc, grandir dans l'entreprise, ça veut dire maîtriser vraiment l'anglais pour pouvoir participer à des conversations qui sont peut-être plus globales, avec plus de nuances que celles qui sont liées juste au pays d'activité de la personne. Donc ça, c'est la première, juste un exemple. Un autre, c'est l'ouverture d'esprit du département tech. On a un budget qu'on donne à chaque personne dans notre département tech pour aller à des conférences, y participer. C'est une forme de formation, d'investissement dans le développement personnel qui est évidemment très en lien avec notre business. Donc, on l'identifie, enfin, on l'associe énormément à des besoins business identifiés à l'heure actuelle. La personne qui nous a rejoint est formée aussi coach. Et moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Alors, le terme de coach, je veux dire beaucoup de choses. Donc, en l'occurrence, nous, on essaie de le définir de notre propre façon. Et en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup de sujets du quotidien que les managers doivent gérer. C'est beaucoup de nouveaux managers aussi, donc c'est vraiment parfois des sujets vraiment nouveaux pour eux. Et donc, on a mis un projet pilote de coaching de managers où on a pris quelques managers, on leur fait un parcours de coach avec cette personne qui nous a rejoint. Et on est en train d'évaluer, de voir ce que ça donne. Et moi, j'ai le sentiment des premiers retours que c'est quelque chose d'extrêmement pertinent. Si c'est possible, je ne sais pas encore si nos budgets le permettront, etc. Mais j'aimerais beaucoup faire grandir cela, non pas avec une structure externe de coaching qui viendrait nous aider, mais
vraiment développer en interne quelques coachs qui sont à disposition, pas juste des managers à terme d'ailleurs, de plusieurs personnes dans l'entreprise, pour vraiment aborder leurs problématiques du moment. Donc c'est des missions courtes, hein, c'est pas du coach pour la vie, c'est des coachs sur des problématiques spécifiques pendant 2-3 semaines ou 2 mois, et avec un besoin identifié, une réponse apportée. Et je pense que dans un environnement qui change aussi vite, où les problématiques sont très dans le relationnel, l'adaptation, l'organisation de son temps, etc., c'est vraiment une solution très pertinente. Donc c'est un des sujets sur lesquels on travaille en ce moment. On évalue comment ça fonctionne. On ne sait pas encore si ça va être un projet phare, mais j'aimerais bien. Tu te doutes tout le bien que je pense de ce genre d'initiative, évidemment. Et ça me permet de saluer 2 entreprises qui sont passées par le podcast qui font des choses fantastiques là-dessus. Je pense à Decathlon, évidemment, qui est très connu pour avoir structuré des programmes de coaching interne pour que tous les employés puissent en bénéficier. Donc c'est très, 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 très ambitieux et ça fonctionne très bien. Et c'est très aligné avec la culture de Decathlon, hein, pour le coup. Et Théodo, qui est moins connu, mais qui a fait beaucoup de choses pour justement avoir du coaching par les pairs, du coaching interne, qui est un programme qui fonctionne vraiment très bien. Et ça me permet de saluer Marie Moulinier, si tu nous écoutes, voilà, de dire tout le bien que je pense de Théodo. Non pas que je sois juge de paix, mais je suis un enthousiaste de ce genre d'initiative. Bah oui. Et alors après, c'est vraiment le définir spécifiquement, et c'est d'ailleurs un peu ce qui, avec ma casquette de non RH, je fais à chaque fois que j'approche un sujet, c'est que au lieu de juste me dire ça a l'air d'être ça la solution, je vais prendre le coaching, je vais le calquer en interne, c'est vraiment partir du besoin lui-même. Donc s'il y a un conseil que je peux vraiment donner dans le développement de ces solutions-là, je suis sûre que d'ailleurs c'est comme ça que Théodo a développé son propre parcours très, très solide là-dessus, c'est quoi le problème qu'on essaye de résoudre et comment on construit une solution par rapport à ça, plutôt que de prendre des recettes qui marchent ailleurs et de les calquer en interne. Je pense que c'est un sujet qui revient souvent dans ton podcast, parce qu'effectivement, je pense vraiment que c'est la clé de succès de toutes les initiatives RH qu'on fait dans des startups et scale-up. On a un épisode qui a été fait chez Joko sur comment ton homologue de là-bas fait du RH comme un product manager. Parce que c'est la même chose, tu repars des besoins, tu construis les features, en l'occurrence les initiatives qui correspondent aux besoins, et je trouve qu'une manière effectivement très, très, très chouette de voir les choses. Et il y a une manière très simple aussi de voir les enjeux principaux people chez vous, c'est de voir qui sont tes direct reports dans ton équipe, parce que là, si quelqu'un t'a rejoint sur la partie people dev, c'est précisément que vous avez envie qu'il y ait quelqu'un qui réfléchisse toute la journée et qui donne de son mieux pour faire avancer tout ça. C'est quoi les autres personnes qui sont directement dans ton équipe, qui représentent donc les chantiers principaux RH et les personnes que tu es en train de recruter, hein, si on est en cours? Oui, alors les personnes qui m'ont rejoint dès le début, c'était sur la partie très généraliste, pareil, des contributeurs individuels qui ont grandi sur plein de sujets à 360 degrés et qui sont maintenant People Business Partner. Donc assez classique comme terme. Ceci dit, pareil, on le redéfinit un peu à la Sauce Sunday sur la base du besoin spécifique qu'on a. Donc en fait, pour nous, c'est vraiment une interface. C'est les personnes, chaque personne dans l'entreprise connaît son People Business Partner, aussi bien employé que manager, et peut s'adresser à cette personne, avoir une réponse, une forme de KPI de 24 à 48 heures. Et cette personne-là se coordonne avec toutes les autres fonctions qui sont plus des pôles d'excellence ou d'expertise, dans la fonction People. Donc on a dans ces pôles-là, on a le recrutement et on a le talent development, et on est en train de créer People Ops, mais People Ops était aujourd'hui fusionné avec les People Business Partners qu'on appelle People Experience. Donc on a 4 pôles, si je résume, c'est Talent Development, People Ops, People Experience, Talent Acquisition. Mais les 2 pôles, People Ops et People Experience, ne font encore qu'un aujourd'hui et vont se séparer tout bientôt. Sur la partie Talent Acquisition, on l'a construit très tard. On n'a vraiment pas été en avance de phase là-dessus. Ça a été pour moi le vrai enjeu de l'année passée. J'ai pas trouvé les bons talents au bon moment, et maintenant j'ai une super équipe qui se crée. Donc j'ai un Head of Talent Acquisition et 3-4 talent, je dis 3-4 parce qu'on est en plein de recrutement aussi, Talent Acquisition Specialist qui gèrent maintenant nos recrutements de façon globale. On a 2 People Business Partners, plus une personne qui est plus junior en People Business Specialist, on dit du coup. Et puis derrière, on a Talent Development Manager.
Ok, bah écoute, c'est très clair, ça nous donne une bonne vue d'avion des enjeux principaux sur lesquels vous structurez. Alors on pourrait parler de beaucoup de choses et j'ai fait exprès d'essayer de nous balader un peu dans différents endroits de la croissance de Sunday App d'un point de vue people. Euh, de toute l'expérience que tu as déjà eue, selon toi, c'est quoi les risques d'un point de vue people quand une entreprise grandit si vite, les choses trappent, quoi, les choses sur lesquelles soit vous vous êtes déjà pris les pieds dans le tapis en toute humilité et vous pouvez vous dire bah non mais c'est le genre de choses qui arrivent dans l'hypercroissance, il faut faire hyper gaffe, soit des choses sur lesquelles vous avez été hyper attentif dès le début et vous pouvez un peu vous féliciter de dire on aurait pu passer près du ravin si on n'avait pas fait gaffe, quoi. Alors, on a déjà on a déjà mentionné plusieurs, hein, donc je vais peut-être pas revenir en détail dessus, mais je pense que l'erreur de recrutement, c'est un grand classique. Recruter vite parce qu'on a vraiment besoin de quelqu'un et la personne a les bonnes compétences techniques et on va trop vite. On ne fait pas rigoureusement tout le processus. Donc ça, on en a eu quelques-uns, mais finalement pas tant que ça. Je suis assez agréablement surprise et je pense que ça repose sur vraiment le fait qu'on ait trouvé des super managers au début qui ont vraiment garanti le succès de ce recrutement à travers le temps. Le deuxième, c'est ce que je mentionnais, la combiner le rythme de travail et le rythme de Sunday avec l'équilibre de chacun et le fait qu'on est là pour le long terme. Donc on en a beaucoup parlé de typiquement comment on accompagne chacun en leur donnant les outils pour. Donc je rentre pas dans le détail. Un autre que j'avais en tête, c'est que l'information change très vite. Quand tout va vite, l'information vraiment circule très vite. Et donc, c'est quels sont les rituels qu'on met en place pour que l'information circule facilement, mais pas non plus de façon démesurée. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop de perturbations, on va dire, et que les gens puissent vraiment focus sur leur cœur de travail et sur ce qu'ils font, sans changer de cap non plus trop rapidement. Et donc, je pense que ça, c'est un vrai apprentissage qu'on a eu au fur et à mesure du temps. Parfois, on a fait, par exemple, sur le recrutement, on a déjà fait c'est en anglais, on le dit à nouveau, mais du stop and go, où on a d'un coup arrêté, et puis après, on a tout relancé, et ça en l'espace d'un mois, et donc c'était une perte forcément d'efficacité de temps. Et donc, c'est comment on maîtrise beaucoup mieux certaines informations, certains flux de travail dans la fonction people. Un des outils qu'on utilise beaucoup pour ça, c'est ce qu'on appelle le weekly one-on-one, et c'est toutes les semaines, un manager et un manager font un point en répondant à 12 questions. Donc c'est le manager qui répond à 12 questions précises, qui le force à réfléchir. Donc c'est pas simplement to-do list, priorité, c'est aussi qu'est-ce qui a pas fonctionné la semaine dernière, qui aurait pu mieux marcher, quelles sont les personnes que tu veux reconnaître, quelles sont les choses sur lesquelles je peux t'aider, est-ce que tu as un feedback pour moi. Donc il y a pas mal de questions. C'est confidentiel ou tu peux nous le partager? On peut le mettre dans la description. Ouais, non, je peux partager avec plaisir. Allez, avec plaisir. Je suis preneur. Exactement. Et donc, c'est toutes les semaines, le manager répond à ces questions, l'envoie à son manager qui le lit en amont. Et du coup, il y a un temps spécifique là-dessus. Et ça aborde deux des points. Le premier, c'est l'information qui circule up and down. Et donc, c'est pas juste du top-down, mais on a vraiment aussi de l'information du quotidien de chacun. Et puis, en parallèle, ça permet vraiment de s'intéresser à justement à la psychologie de chacun, de savoir où chacun en est émotionnellement, de réguler le flux de travail, de se rendre compte que peut-être là il faut recruter quelqu'un parce qu'on a trop de choses sur dans notre équipe. C'est vraiment capter tous les signaux faibles de l'entreprise grâce à ça. Donc c'est quelque chose que je recommande fortement. Ainsi qu'on en a parlé au début, je le resignale, les Q&A hebdo avec les founders pour notamment continuer à donner le cap quand le bateau va assez vite, j'imagine. Exactement, c'est ça, les deux grands rituels qu'on a en termes de communication. Ouais, tout à fait. Il y a quelque chose qui me frappe et que je voudrais partager, mais moi ça me plaît bien, c'est j'ai le sentiment que quelque part il n'y a pas de recette particulièrement exotique comme on pourrait s'y attendre. Des fois, on voit des animaux start-up, on se dit, on a été tous biberonnés au Google ou à des boîtes qui révolutionnent complètement tout. Et là, j'ai l'impression que sur le début, ce qui fait que ça tient, c'est quelque part des outils ou des bonnes pratiques qui sont à minima accessible à tous, qu'on a tous entendu, mais par contre le faire rigoureusement, le faire vraiment. Tu vois, genre les one-to-one weekly, tout le monde sait qu'il faut le faire, mais combien de fois on entend des managers qui disent « Ouais, mais alors ça, on a été obligé de le faire sauter parce que… » Alors qu'en fait, non, c'est hyper important, surtout quand la boîte grossit vite, quoi. Ouais, on a été confrontés à ça, on l'est toujours d'ailleurs. C'est comment être…
ferme sur ce qu'on pense être important, tout en n'étant pas rigide. Moi, mon but premier, c'était donc la valeur simple, c'est de pas créer un process qui soit inutile, qui prenne du temps. Voilà, donc c'est vraiment comment revenir vraiment à la chose la plus lean, la moins encombrante. Et donc souvent, en fait, quand ça répond à un besoin, en fait ça marche et les gens le font, et donc souvent ça demande quand même un petit coup de pouce au début parce qu'il faut s'en rendre compte. Par exemple, typiquement le weekly one-on-one, moi j'ai eu pas mal de mal au début à le mettre en place personnellement pour le faire bien, et après 2-3 semaines c'était tellement impactant que en fait je me voyais plus ne pas le faire. Donc je pense que effectivement il y a un petit coup de pouce au début pour que les gens l'appliquent. Donc il faut être inspirant, faut expliquer pourquoi, faut montrer par l'exemple. Je pense que l'exemple c'est vraiment clé. Donc par exemple, Victor, un des cofondateurs, toutes les semaines remplissait son weekly one-on-one comme s'il avait un manager à qui il l'envoyait, et il le publiait pour tout le monde. Donc c'est jusqu'au boutiste, mais c'est intéressant. Et du coup, ça donnait vachement moi, je trouve ça génial. J'aimerais bien d'ailleurs qu'il le refasse un petit peu parce que ça donne vraiment beaucoup de visibilité sur ce qui se passe d'un point de vue stratégique, les conversations du moment. Et il exprimait toutes ses émotions parce qu'il y a des questions vraiment sur les émotions ressenties de la semaine, etc. Donc, c'était vraiment, vraiment très, très intéressant. Et en montrant l'exemple, ça a probablement poussé beaucoup de managers à le mettre en pratique. Écoute, top. On pourrait parler des heures, mais je vais te proposer qu'on s'en tienne là pour aujourd'hui, avec une porte ouverte dont on n'a pas parlé avec Mathilde avant, mais pourquoi pas un rendez-vous, je sais pas, dans une date anniversaire, dans un an, pour voir qu'est-ce qui s'est passé, refaire le point sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, mais bref, en tout cas, ne pas trop s'éparpiller aujourd'hui, parce que c'est là aussi la vertu de la vue d'hélicoptère. Donc, si tu le veux bien, on va passer tranquillement à la fin de l'interview. Tu connais les questions rituelles de fin d'épisode. Est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un blog que tu recommanderais aux auditrices et auditeurs ? Oui, alors moi j'ai un livre de façon très personnelle qui me plaît énormément. Je me forme en tant que prof de méditation avec 2 profs aux États-Unis, Tara Brach et Jack Canfield. Et Tara Brach a écrit un livre qui s'appelle Radical Acceptance, qui est vraiment une philosophie de vie et qui donne des outils très concrets à appliquer au quotidien pour justement gérer ses émotions, prendre du recul, passer des périodes difficiles, aider les autres, être dans la gratitude, enfin plein de choses qui me tiennent à cœur. Donc je recommande ce livre qui est très accessible. Je crois qu'il n'est qu'en anglais, mais ça vaudrait le coup de vérifier. Et après, je sais que c'est toujours bien de mentionner des grands classiques qui nous ont aidés. Moi, j'aime beaucoup aimer No Rules Rule. On a fait un gros focus aussi dans l'entreprise sur Radical Candor qu'on a offert à tout le monde il y a un an au tout début pour vraiment parler du feedback. Donc c'est des grands classiques, mais je les recommande encore. Vous connaissez ma marotte. Si ça fait 10 fois qu'on vous dit de regarder ce truc ou de lire ce truc ou d'écouter ce truc, faites-le. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Et je dois dire que moi, je commence à rentrer au stade où j'ai un peu honte. Il y a certains livres que j'ai entendus moi-même plusieurs fois dont je ne me suis pas saisi. Mais bon, ça nous aurait tardé. Et enfin, tradition du podcast qu'on aime beaucoup, la tradition de mise en lumière. C'est l'occasion de pouvoir dire tout le bien qu'on pense d'un de tes homologues, d'une de tes homologues, enfin de quelqu'un de l'écosystème startup. Bref, à qui est-ce que tu passes le micro pour un prochain épisode du podcast ? La personne sera dispo ou pas, ça c'est l'histoire qui nous dira, mais au moins de pouvoir lui passer ce micro comme un petit geste. Qui arrive en 44e position. Il y a déjà tellement de gens qui sont passés. Je suis très admirative de beaucoup de personnes d'ailleurs qui m'ont inspirée aussi. Il y a plusieurs mois quand j'ai commencé, je cherchais vraiment des conseils. Donc déjà, merci beaucoup à tous ceux qui sont déjà passés. En termes de qui j'aimerais bien entendre, j'ai entendu parler d'une boîte dans la PropTech, parce que mon mari bosse dans la PropTech, qui s'appelle Beanstalk. Eux ne me connaissent pas, donc vraiment, je ne connais personne chez eux. Mais j'ai vu récemment qu'ils avaient recruté un talent acquisition spécialiste qui, je crois, est la première personne en RH. Je me trompe peut-être, je pense que la RH était est toujours très gérée par les fondateurs. Donc je serais curieuse je sais que c'est une super boîte puisque j'ai pas mal d'échos sur eux et leur évolution, donc j'aimerais beaucoup entendre. Elle s'appelle Floriane Roche, je crois, je regarde, entendre comment eux s'organisent. Je me demande s'ils sont pas en levée de fonds. Enfin, je serais curieuse d'en savoir où ils en sont et comment ils abordent les sujets RH.
Eh ben Floriane, tu ne me connais pas, tu ne connais pas Mathilde non plus, mais nous allons te contacter parce que on est curieux et curieuse de savoir ce qui se passe. Eh ben écoute, un grand merci Mathilde pour ton temps, le meilleur pour la suite des aventures de Sunday. Écoute, c'est un vrai plaisir d'enregistrer avec toi aujourd'hui, et puis moi il me reste plus qu'à te dire à une prochaine peut-être, et en tous les cas à très vite. Merci Alexis, c'était un plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain.